Depuis un peu plus d'un an, Pierre Lelouch est en charge des affaires européennes en France. Mettant à profit son expérience en tant qu'ancien président de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN et représentant spécial en Afghanistan et au Pakistan, il garde un œil sur des dossiers tels que les conflits gelés d'Asie centrale et les relations avec la Russie. Interview sur le rôle de la France dans l'arène internationale. Bienvenue sur Euronews. Bienvenue au Quai d'Orsay surtout. On approche du 2e anniversaire du conflit russo-géorgien d'août 2008. La France et le président Sarkozy ont joué un rôle très actif afin de faire cesser au plus vite les hostilités. Où en est la France aujourd'hui dans ses relations avec les belligérants alors que la situation en Ossétie du Sud et en Abkhazie semble être au point mort? On regrette qu'elle soit au point mort. Avec la Géorgie, bien sûr que nous restons amis. Nous sommes d'ailleurs les seuls présents en Géorgie. Les seuls éléments non russes et non géorgiens présents sur le territoire géorgien aujourd'hui, ce sont des Européens, et ça, c'est l'initiative de la France. Le président Saakashvili était récemment à Paris. Le 15 juillet, à Batumi, commence la négociation de l'accord d'association entre la Géorgie et l'Union européenne. S'agissant de ces enclaves d'Abkhazie et d'Ossétie, ça fait partie du territoire géorgien. Voilà. Et donc la soi-disant indépendance de ces territoires, proclamée localement et reconnue par la Russie, pour nous, n'a aucune valeur juridique. Voilà. Et je pense d'ailleurs que c'est une erreur. C'est une erreur que de donner une fausse souveraineté à des territoires qui sont en fait des enclaves à l'intérieur d'un pays souverain et que ça crée des précédents qui ne sont dans l'intérêt de personne, mais vraiment de personne. Et je crois qu'il y a à Moscou des gens qui le comprennent. La France, en tant que coprésident du groupe de Minsk, est particulièrement concernée par le conflit du Karabakh. Êtes-vous satisfait du partenariat avec la Russie et les États-Unis pour résoudre ce dossier qui, lui aussi, semble être bloqué depuis des années? Il est bloqué beaucoup par des contingences de politique intérieure. Et nous encourageons, et la presse, et les jeux de politique locale, d'une part du côté turc, d'autre part du côté arménien. Donc nous avons beaucoup soutenu les initiatives du président Gül, la diplomatie du football avec l'Arménie. On a observé, il y a eu un accord. Ensuite, on a vu que malheureusement, cet accord n'était pas ratifié. Nous sommes très attentifs à ce que ces pays trouvent la solution par le dialogue. Et il en va de même pour l'Azerbaïdjan qui a un vrai potentiel très important sur le plan économique. Il faut admettre qu'il y a des réfugiés, donc il faut trouver des solutions. Et les initiatives de la Turquie dans ce dossier peuvent débloquer la situation? Ça fait très longtemps que je demande aux Turcs d'ouvrir la frontière terrestre avec l'Arménie. Vous savez que sur le plan aérien, elle est ouverte. Mais les Turcs ont tout à gagner à ouvrir les frontières avec l'Arménie. Ne pas enclaver ce pays. Donc j'attends que la Turquie fasse ce geste. Naturellement, c'est difficile pour eux dans la mesure où il reste beaucoup de réfugiés encore en Azerbaïdjan et qu'il y a une espèce de solidarité à la fois religieuse et ethnique avec les Azerbaïdjanais. Lors du dernier sommet Union européenne-Russie, il a été question d'abolir les visas. Quel intérêt présente cette initiative pour les citoyens européens? Quelles sont les perspectives de ce projet et quelles sont les difficultés rencontrées ou attendues? Écoutez, nous considérons que la guerre froide est finie et que la Russie est un pays ami. Voilà. Maintenant, pour que les visas fonctionnent, il faut que ce soit dans les deux sens. Nous n'avons absolument rien contre l'idée d'avoir des Russes qui rentrent sans visa en Europe, à condition qu'il en soit de même pour les Européens à l'intérieur de la Russie. Et ce n'est pas le cas? J'ai l'impression que c'est là qu'il reste des progrès à accomplir dans la négociation. Une politique de rapprochement entre Moscou et Washington semble bel et bien en route, en dépit de quelques récentes péripéties. L'Union européenne n'a-t-elle pas peur d'être marginalisée si cela se poursuit? J'ai envie de vous citer la phrase de mon vieux maître Kissinger, qui était jadis mon professeur. Quand les Russes et les Américains s'entendent, les Européens ont peur. Et quand les Russes et les Américains se disputent, les Européens ont peur aussi. La Russie et l'Europe, nous avons des intérêts stratégiques convergents. C'est le terrorisme, c'est la prolifération des armes de destruction massive. Donc nous avons à travailler ensemble. D'ailleurs, nous travaillons ensemble.
sur le terrorisme. Nous travaillons ensemble en Afghanistan. Chaque mois qui passe installe une vraie coopération entre la Russie, l'Europe et bien sûr les États-Unis et l'OTAN, mais d'abord la Russie et l'Europe, pour régler ces conflits d'un autre âge et passer à autre chose. Vous venez de rentrer de Bruxelles, où le nouveau service diplomatique de l'Union européenne est en train de se créer autour de Mme Catherine Ashton. Pendant ce temps, à Paris, on parle de la crise d'influence du Quai d'Orsay. Est-ce que les deux sont liés, selon vous? Écoutez, ça n'a rigoureusement rien à voir. D'abord, je ne sais pas quel est ce débat sur la crise d'influence du Quai d'Orsay. Ça n'a rigoureusement rien à voir avec le projet de service diplomatique européen que nous avons ici même soutenu beaucoup. Nous en sommes encore au tout début. À l'automne, on aura l'état-major plus les délégations qui existent déjà, en fait les ambassades de l'Union. Je pense qu'il faudra 2 ans, peut-être 2-3 ans avant que le système soit à plein régime et trouve sa place, sa complémentarité avec les ambassades des pays membres qui vont continuer à avoir des réseaux diplomatiques. Quelle est votre vision de l'actuelle situation européenne après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, puis de la crise grecque? Est-ce que cette crise peut avoir des conséquences sur la place de l'Union européenne dans le monde? La crise, elle a un effet absolument majeur sur la planète tout entière. Elle change les équilibres. Ce qui me préoccupe, c'est le taux de croissance en Europe, qui est très faible, 1%, ce qui est 12 fois moins qu'en Chine. Donc nous avons un problème de croissance et d'adaptation de notre modèle à un monde beaucoup plus compétitif. Je dirais que ça a été un défi énorme, que cette crise économique mondiale depuis 2 ans, mais que malgré un ensemble de 27 pays différents, avec des élections dans chacun de ces pays, des changements de gouvernement en permanence, y compris pendant la crise, au total, je dirais que la famille européenne est restée unie.